Du coup, si vous connaissez pas Jeff, il est assez connu à Nantes. Orga du GDG Nantes, Orga du DevFest, et il travaille chez Sphere en tant que Engineering Director, c'est ça. Comme pour tous les autres dans cette salle, je vous demande de commencer par l'applaudir, et puis on est parti pour cette dernière session. Très bien, merci, merci à toutes et à tous d'être là. C'est plutôt courageux hein, de finir par une session comme ça, vous allez voir. Parce que on va bouffer du code là. On va bouffer du code, et notamment donc on va explorer ensemble les différentes stratégies de cache qui existent sur les PWA. Avant, j'ai quand même juste besoin de savoir qui déjà est un peu familier avec les PWA en production. Ok, du coup, pareil, tout ce qui est les events du service worker, ça va, ça vous parle? Je ne ferai pas de gros mots en disant, je parlant de fetch ou des trucs comme ça. Ça va aller? Ok, bon, tant mieux. Donc, ce qu'on va voir, c'est tout un ensemble de stratégies. Alors, c'est pas moi qui les ai inventées, hein, c'est Google quand ils étaient en train de faire la promotion des PWA, etc. Donc, il y a Cache Only, Network Only, Cache First, Network First, Cache Then Network, Stale, While Revalidate. Mais si vous avez lu l'abstract, théoriquement, vous savez qu'on va parler de tout ça. Et pour finir, Generic Fallback. Et en vrai, j'ai même un bonus après, que j'ai pas mis, mais sur lequel je vais pas forcément montrer du code parce que on en aura déjà vu beaucoup. Et donc, voilà, ça, je pense que ça suffira. Et vous aurez envie de dire, pitié, laisse-nous, s'il te plaît. Donc, dans ce que j'ai eu comme approche, je me suis aussi placé d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire, bon, quand on veut faire des PWA en production, en règle générale, on va plutôt avoir tendance à utiliser Workbox, parce que c'est quand même un super outil qui marche très très bien pour ça. Donc à chaque fois, j'ai pris le parti de vous montrer l'implémentation Vanilla, des fois que vous avez envie de le faire 100% à la main, l'implémentation Workbox, et je fais à chaque fois un passage sur Angular, parce que finalement c'est ce qu'on va voir. En fait, React et Vue, en fait, ils utilisent Workbox. Donc bon, finalement, si vous faites du Workbox, ça va marcher pareil. Donc c'est pour ça, à chaque fois, on verra globalement 3 implémentations pour chaque stratégie de cache. Comme ça, normalement, en théorie, en fonction du framework sur lequel vous êtes, vous allez savoir comment l'implémenter. Et je fais un petit aparté sur comment faire avec Workbox, mais même avec Angular, en cas de besoin spécifique. C'est quoi ce que j'appelle un besoin spécifique? C'est typiquement un cas qu'on avait rencontré sur une appli qu'on avait développée, où on devait précharger des modèles. On a créé il y a longtemps une appli qui vous permettait de scanner des œuvres de street art et puis de vous dire qui était l'artiste. Alors bien entendu, il fallait que l'artiste soit renseigné dans notre base de données, etc. Bref, c'était de la classification machine learning. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on avait récupéré en local justement le modèle optimisé et qu'on faisait tourner. Et donc il fallait qu'on précharge ce modèle avant toute utilisation, etc. Et donc ça rentrait pas dans les cases de ce qu'on avait. Donc, il faut rentrer dans un mécanisme un petit peu différent. Et en fait, la logique est ultra simple. C'est, on va créer son propre service worker. On va faire tout ce qu'on a besoin de faire de façon standard en termes de configuration de notre service worker sur l'application. Donc, toutes les stratégies de cache que vous voulez, etc. On va inclure notre service worker, en fait, le service worker de Workbox ou du coup celui d'Angular dans le nôtre. On va l'importer tout simplement. Et puis, on va se mettre à surcharger les éventuels événements. Ce qui va donner un truc comme ça. Voilà, j'importe mon service worker de Workbox que j'ai généré avec ma CLI, avec ce que vous voulez, enfin tout ça. Et puis finalement, si j'ai besoin de surcharger un truc, je vais le faire après. Ça prendra la main en fait par-dessus. De cette manière-là, on va pouvoir approfondir. Je ne vais pas rentrer non plus dans le débat sur ce talk sur il n'y a pas 2 stratégies meilleures qu'une autre. L'objectif, en fait, pour moi, est avant tout de vous présenter différentes stratégies et des use cases associés potentiellement dans les applications. Parce que, en effet, une application, c'est complexe. Une seule stratégie de cache, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir souvent mixer plusieurs approches. Donc, avec les frameworks, donc j'en ai parlé. Ça, c'est par exemple avec Angular. Alors, même si j'ai vu que ça a un tout petit peu évolué, apparemment. Mais le JSON qu'on doit générer est strictement le même. Donc, on va avoir en fait la possibilité de définir notamment 2 trucs principaux, d'un côté assets et ressources. Donc l'assets va définir en effet tout ce qui va être plutôt statique, les images, les vidéos, tout ça. Et puis il y aura des fichiers de paramétrage, donc notamment install mode, update mode, c'est comment va se passer l'approche
de Angular vis-à-vis de la ressource qu'on est en train d'interroger. La première fois que je la rencontre et la deuxième fois que je suis en train de rencontrer. Tout simplement. Donc là, c'est pareil. Le spécifique avec Angular, comme je vous disais. On fait l'import du NGSW Service Worker. Je surcharge ce que j'ai envie. Et finalement, moi, ce que je référence, c'est mon Service Worker. Tout simplement. Donc c'est pas très compliqué. Et au final, ça nous permet de bien tuner les choses si on a besoin. Avec React, on a vu ces workbox. Avec Vue, ces workbox. Donc, on attaque dans le vif du sujet. Première stratégie de cache, cache only. Donc, d'un point de vue schéma, ça ressemble à ça. En fait, le principe de cache only est donc, je ne sers jamais des données issues externes d'un monde extérieur. Je ne sers que des données de cache. En règle générale, c'est plutôt les trucs de... Si je parle d'AppShell, ça va, ça vous parle ou pas? Non, pas trop. L'AppShell, c'est un concept qui était venu aussi avec les PWA qui parlait de toutes ces ressources minimales que vous allez charger dans votre application pour que quand on démarre au minimum, on ait un squelette. Voilà. Typiquement, cache only, ça se prête très très bien à tout ce qui va être AppShell ou d'autres ressources qui sont justement critiques, mais embarquées au début de l'application. Donc, côté Vanilla. Côté Vanilla, ça va donner ça. Donc typiquement, on va se préparer un ensemble de ressources, justement, de routes qu'on veut précharger, mon index.html, ma route de base. Sur l'install, du coup, je vais définir, OK, on va mettre en cache, dans un cache par exemple que je vais appeler statique, tout un ensemble de caches, celles qui viennent d'ici. Et puis, on va laisser le install se passer. Une fois qu'on est dans le fetch, finalement, on ne répond que avec ça. Alors ça, c'est si j'étais dans une appli qui était only cache only, ce qui a assez peu de sens. Et donc dans la vraie vie, naturellement, on aurait des routings. On gérerait la notion de route, mais ça rendra la même chose. Côté workbox, en fait, il y a deux approches qui peuvent répondre à ça. Il y a le pre-cache and route, qui lui est vraiment fait exactement pour l'AppShell. Donc voilà, vous récupérez en fait à chaque fois, dans Workbox, vous allez pouvoir récupérer un ensemble de plugins, de choses qui sont disponibles. Donc là, typiquement, on récupère le pre-cache and route. On va définir, c'est la même chose, mais mes ressources statiques. Tout ça, c'est des révisions qui vont éventuellement me servir, générées par la CLI, qui vont garantir des sortes de SHA-1 de mes versions, et qui permettent donc au service worker de se mettre à jour à distance, du fait que ça a pu évoluer. Et à la fin, tout simplement, on appelle pre-cache and route. Voilà, ça marche, c'est easy. Si on veut du coup utiliser, parce qu'ils ont quand même codé à côté, une Workbox Strategies, vous verrez donc sur le site de Workbox, il y a beaucoup de stratégies, ils appellent ça les recipes, les petites recettes, et donc sur lesquelles vous pourrez retrouver tout un ensemble de stratégies. Donc cache only, au final, c'est une recette déjà écrite pour vous. Typiquement, on va pouvoir dire, tiens, tout ce qui est de type image, je veux que ce soit du cache only. Donc on va pouvoir soit définir des URL précises, soit on va pouvoir définir des types d'objets, des types de mimes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que propose Workbox, parce que ça mériterait en fait une présentation à part, vraiment Workbox. Mais du coup, là on dit par exemple, tout ce qui va être de ce type-là, ça va finir dans un cache name, et donc quand vous irez regarder dans vos DevTools ou dans quel cache c'est, ce sera mis là-dedans. Et donc naturellement, tout ce qui vient de là va être mis en cache et sera rendu directement, plus d'appel serveur pour toutes ces données-là. Donc, côté Angular, là-dessus, assez naturellement, cette stratégie, elle est plutôt mise donc sur les assets, donc sur les ressources statiques. Donc c'est pareil, à chaque fois, en fait, on va définir un ensemble, un nom pour notre cache, le type de ressources qui sont adressées, et donc install mode, update mode, prefetch, pour dire du coup, tu vas précharger par défaut à l'installation ces données-là, et dès qu'on est en update mode, c'est pareil, de la même façon, tu vas systématiquement être en mode prefetch, donc ça veut dire que tu vas taper dans le cache. Donc en mode prefetch, en fait, on se retrouve à être dans une stratégie cache only. C'est bon? Network only, assez logiquement, c'est l'inverse. Cette fois-ci, on ne va chercher que des choses sur le network. Assez logiquement, ça va être tout ce qui est appel d'API critique. Voilà, en gros, dès que j'ai besoin à tout prix de faire appel au serveur et que c'est une vraie volonté, genre de l'autente, des trucs comme ça, voilà, network only. Donc celui-là,
en fait, on va assez facilement, donc soit on va le laisser passer, soit on fait rien. On fait rien et du coup, il va passer systématiquement en network. Soit on dit justement qu'on fait event responsive fetch, donc en fait, on redélègue. Ou alors, ce qui va plutôt se passer dans la vraie vie, en effet, on va le catégoriser. On va dire, tiens, je suis en train d'appeler cette API qui est vraiment critique et que j'ai besoin d'avoir à tout prix en network only. Dans ce cas-là, on va aller la chercher. Côté Workbox, vous allez voir, côté Workbox, à chaque fois, le code, il est vraiment simple. Network only, du coup, j'ai une stratégie, j'ai mon API, je demande de répondre en network only. Et hop, ça y est, c'est fini. Et donc, à chaque fois, à vous de définir justement tout un ensemble de register routes qui vont s'additionner et qui vont permettre de définir tout un ensemble de stratégies différentes. Avec les frameworks, en fait, dans Angular, il y a le NGSW bypass qui dit, en fait, tu ne passes pas par la configuration du service worker, soit vous le mettez dans l'URL, soit vous le mettez en header. Et ça passe forcément en network only. Cache first. Cette fois-ci, l'idée, c'est d'être dans quelque chose qui va être plutôt réactif, mais sur lequel on va s'autoriser du coup à un accès serveur après. En règle générale, c'est plutôt ça qu'on a tendance à implémenter quand on veut justement mettre du cache. On va se dire, bon, par défaut, sur des ressources non critiques, typiquement, je suis en train de faire un site web, j'ai un certain nombre d'images de ma bannière qui ne vont pas évoluer parce que voilà, c'est des trucs assez standards. Donc, je vais plutôt les mettre en cache first. Par défaut, je vais être en capacité d'aller chercher sur le network s'il faut, mais globalement, je ne m'embête pas à aller retourner chercher systématiquement sur le network. Je suis allé la récupérer, voire on pourra éventuellement configurer des invalidations de cache si on a envie. Si on est chaud et qu'on a envie de faire ça. Donc, le fetch, il arrive. On va répondre vers quoi? On va répondre avec d'abord caches. Donc ça, c'est l'API de cache. Caches.match event request, et je vais vérifier du coup que je suis bien en train de récupérer ma requête. Et quand elle arrive, en fait, c'est là où on va tricher, vu que c'est des promesses en JavaScript. Je vais dire, je te renvoie soit la réponse, parce qu'en fait, le résultat du response ici, il est nul. Il peut être nul s'il n'est pas trouvé dans le cache. Donc du coup, nul ou le fetch. Donc naturellement, le fait de faire nul ou le fetch fait qu'on se retrouve à faire cette stratégie de cache first. Et donc, une fois que j'ai reçu, assez logiquement, j'ai envie de pouvoir rechercher après dans le cache. Donc je vais le mettre dans un cache qui sera plutôt dynamique. Je vais ajouter ma requête. Et j'oublie pas surtout de faire un clone. Parce que sinon, la ressource aura été déjà consommée et vous allez vous prendre une erreur après dans l'application. Et on retourne du coup la réponse. Et en faisant ça, hop, on a répondu. Alors, en vrai, c'est légèrement différent de ce schéma. Théoriquement, il y a un truc qu'il faudrait inclure, parce que moi je trouve que juste du cache first, c'est pas ouf. En général, il faudrait plutôt avoir une dernière boucle de réconciliation qui va là. Qui n'est pas indiqué, mais... Dans Workbox, très original, on importe la stratégie cache first et on l'utilise. Voilà. C'était dur. Avec les frameworks, du coup, on va commencer à jouer sur les mots. Du coup, en gros, install mode, du coup, on va être en lazy. Par défaut, tu vas chercher la première fois, tu vas chercher sur le network. Par contre, quand je reviens, je veux que tu sois en mode prefetch, donc ça veut dire je veux que tu ailles chercher le cache. Donc ça s'écrit de façon légèrement différente. Et cette fois-ci, on va pouvoir amener aussi cette réponse-là, parce que après tout, on peut avoir ce type de réponse aussi pour du serveur. Donc DataGroups, je ne l'avais pas encore montré tout à l'heure, lui va s'attaquer plus aux appels serveurs. Et donc par exemple, j'ai mon API, voilà, je veux cacher tel type d'API, parce que ce n'est pas des données critiques, c'est des trucs qui peuvent être mis en cache, voilà. Et bien là, du coup, on va être dans la stratégie performance. Va y avoir freshness ou performance, et performance, elle dit justement... Tu vas au plus rapide en termes de temps de réponse. Donc le plus rapide, si je l'ai, c'est le cache. Et si je ne l'ai pas, je vais le chercher après sur... Donc tout ça, c'est caché et masqué par le framework d'Angular. Network first, c'est l'inverse. On va d'abord chercher le network et après, on va chercher du coup on va chercher après le cache. Donc là, du coup, c'est plutôt histoire d'avoir des trucs de... C'est bien quand on a des choses en fallback, du coup, quand on va vouloir avoir quelque chose à afficher par défaut.
Notre donnée, l'exemple que je prends souvent, c'est des avatars. On va en gros globalement aller chercher un avatar. Idéalement, c'est bien d'avoir tout le temps la dernière. Si on va chercher un service type Gravatar ou un truc comme ça, c'est mieux d'avoir la dernière version de l'avatar qu'on a défini. Si en soi on tape sur la version qui est en cache, c'est pas très grave, quoi. Donc c'est ce genre de use case en fait qui vont servir à du network first. Donc de la même façon, c'est pas très compliqué en termes d'implémentation. On va chercher, j'ai mon fetch. Mais cette fois-ci, on commence par ouvrir mon cache parce que, en gros, une fois que je l'ai, donc on va d'abord faire un fetch. Quand il arrive, je vais le mettre en réponse. Et en fait, si mon fetch il passe en erreur, j'ai pas de réseau. Dans ce cas-là, je réponds par le cache. Et comme en fait j'avais ouvert mon cache ici et que en fait il y a l'API caches, bah, ça marche direct, ça marche simple. Network first, voilà. Bon, je pense que je ne vais pas m'étaler sur cette écriture. Avec les frameworks, du coup, côté image, c'est du lazy. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Tout à l'heure, il y avait lazy et je ne sais plus ce que c'était. Prefetch, voilà. Là, cette fois-ci, c'est lazy. Du coup, par défaut, on va chercher le network. En update, par défaut, on va chercher le network. Mais bien entendu, il fait en sorte de vous fournir en fallback le défaut. Parce que sinon, on utilisait quoi ? NGSW ignore. J'essaye de faire un peu d'interaction. Bref. Et donc pour les API, cette fois-ci, ça va être freshness. Il y avait performance et freshness. Du coup, freshness veut dire je veux la donnée la plus fraîche possible, donc elle vient d'où ? Du serveur, naturellement. Celui-là, il est intéressant, c'est du Cache Zen Network. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça va être la seule stratégie de cache qui va avoir un impact direct sur votre code. Les autres stratégies peuvent être 100% réfléchies au sein de votre service worker. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, elles peuvent être mises en place complètement après, une fois que vous avez développé déjà votre application et tout ça. Et donc, vous pouvez rentrer dans du fine-tuning. Autant celle-ci, c'est la seule qui va vraiment avoir un impact sur votre code. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a deux numéros 1. Et en fait, on va voir que le fait qu'il y ait deux numéros 1 va avoir un impact. Donc, en gros, on va challenger en parallèle le cache et un appel serveur, qui va passer par là. Et ce qui va se passer, c'est que, en gros, on veut être le plus réactif possible, mais fournir quand même quelque chose qui revient après. Cas classique, truc qui me vient en tête, le fil de Twitter. Enfin, ou d'un Blue Sky, enfin bref, le fil d'un réseau social. Par défaut, vous avez toujours un truc qui arrive, et puis, très vite, il y a un nouveau contenu qui est là. Parce qu'en fait, indépendamment de tous les mécanismes de SSE, WebSocket, etc., qu'il va y avoir après, bien sûr, de mise à jour, mais c'est ce genre de démarche qu'on va avoir, en fait, grâce à cette mécanique-là. Très vite, je suis capable de te fournir ce que j'avais dans mon cache, donc, tu arrives, tu as quelque chose dans l'application, et puis je vais quand même chercher les données, et une fois que je les ai, je les mets en cache pour la prochaine fois, et en parallèle, je refresh mon UI, ou du moins je l'avertis. Parce que je vous déconseille de faire un refresh sauvage, je pense que ça ne va pas plaire aux utilisateurs et utilisatrices. Donc, celle-ci, en fait, elle ressemble beaucoup, donc vous allez voir, il y a sur d'autres trucs, elle va ressembler beaucoup au network first, parce qu'il y a le côté, je vais chercher quand même le network. Et en fait, toute la partie je vais chercher dans le cache, c'est elle qui va être complètement intégrée. En fait, en gros, si je reprends mon schéma, cette partie-là, c'est du network first. Et cette partie-là, elle est dans votre code. Donc, c'est pour ça que ça va ressembler beaucoup à ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le network first. Je vais faire un fetch, j'ouvre mon cache, très bien. Je vais faire un fetch, comme dans le network first. Et puis, dès que je l'ai, je le mets en cache. Et je laisse le truc revenir. Donc en gros, je laisse la réponse revenir classiquement dans ma page web. Et donc, dans ma page web, donc j'ai appelé ça main, bref, voilà, c'est votre programme. Qu'est-ce qui se passe ? On va se mettre un petit trigger, network data receive, histoire de savoir en fait quand est-ce que la donnée arrive. Je vais lancer ici une promesse, du coup, donc je vais chercher mes datas, très bien.
Quand mes datas elles arrivent, je précise que je les ai reçues et je fais update page ou plutôt un notify user. Ça, on va dire, ça c'est un flow classique d'aller chercher des données. Très bien. Mais en parallèle de ça, la ligne d'en dessous, j'ai mis ça à côté parce que sinon ça faisait trop sur un slide. En parallèle, et c'est là que c'est cool, c'est qu'en fait l'API caches des service workers, elle est disponible aussi directement dans le navigateur. Et donc, on va jouer sur ça. Donc, en parallèle, je vais faire caches.match du même data.json, de la même URL. Elle va forcément me répondre plus vite. Et donc, elle va me répondre, soit il n'y avait pas de data, déjà, bon, soit, c'est pas grave. Soit il y a des data, et je réponds du coup avec le JSON. Du coup, je continue mes résolutions de promesses. Si, supposons, j'ai un réseau qui est de ouf, du feu de Dieu, et qui répond encore plus vite que mon cache. Dans ce cas-là, je le fais pas. Mais si j'ai pas encore eu la réponse de mon serveur, dans ce cas-là, classiquement, je fais mon rafraîchissement de données. Et donc ça, c'était au cas où j'avais une erreur. Je m'attends simplement à retourner le résultat du network update. Parce que du coup, tout ça, c'est des résolutions de promesses, de fallback, etc. qui amènent donc naturellement, quand tout ça s'est mis bout à bout, en fait, à avoir exactement la stratégie que je vous ai détaillée. Donc, quand on est avec Workbox, en fait, on utilise Network First et on garde le code que je vous ai montré dans votre application. Rebelote, Angular, on utilise la même stratégie Network First et on réutilise. Du coup, on code en Angular l'équivalent. Style while revalidate. En fait, celui-là a vocation à être un statut très réactif sur lequel on va... l'objectif, c'est d'être le plus rapide possible à répondre à l'utilisateur et l'utilisatrice, mais quand même d'aller challenger les données sans remettre en question le fait que typiquement, ça va être un truc du genre... on pourrait imaginer des trucs comme le numéro de version d'API, des trucs, la numéro de version de l'app, qu'on mettrait par exemple en API. En vrai, c'est pas très très grave. Si au moment où je boot mon application, je sais, j'ai pas forcément cette info. Je sais que la prochaine fois que je vais la rebooter, je l'aurai. C'est sur des données assez peu critiques, pareil, où la validation de cache n'est pas très très grave en fait. Et donc, on la télécharge pour la prochaine fois systématiquement. Donc là, ce qu'on va faire, on va répondre, donc toujours avec mon cache dynamique. Donc je vais l'ouvrir, je vais regarder, et je vous ai dit, on répond en premier lieu avec le cache. Donc je réponds avec le cache. Dès que j'ai la réponse, je vais quand même aller chercher le résultat sur mon réseau. Quand il va revenir, je le clone, je le mets dans mon cache, etc. Mais comme ça va être plus long, en attendant, je réponds avec la réponse que j'ai eue en cache. Et si en effet, j'avais pas de réponse en cache, par défaut, je fallback sur la promesse. Donc au final, je me retrouve quand même à répondre à l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et donc de cette manière-là, on répond naturellement avec cette stratégie-là. Donc là, c'est à vous de voir le cas d'utilisation qui va servir, etc. Style while revalidate, il existe directement dans Workbox. Pareil, très facile. Et là, il triche avec Angular. En fait, on se met en stratégie freshness avec un timeout de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'avais mon API, justement, que je veux la réponse la plus rapide possible issue de mon serveur, mais comme il y a un timeout à 0, en fait, l'appel d'API va quand même se faire. Donc, la mise en cache va quand même se faire, mais vu que j'ai mis un timeout à 0, il va me répondre directement avec le cache. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux qui l'expliquent comme ça dans leur... Mais c'est vrai que voilà. Et le dernier, generic fallback, ça c'est quand tout a planté. C'est quoi la ressource par défaut, quoi. Donc ça c'est, je pense que c'est le 404 qu'on a envie de montrer, quoi. Un 404 du offline, quoi. Donc lui, globalement, il va suivre un flow. Soit on commence par le cache, soit on commence par le fetch. En vrai, l'ordre n'a pas forcément d'importance. Là, j'ai commencé par le cache, mais
ce serait la même chose hein, si je commençais par le fetch. Donc, si j'ai pas le cache, dans ce cas-là, je vais chercher mon fetch. Et si mon fetch répond rien parce qu'il est en erreur, parce que j'ai pas le réseau, dans ce cas-là, je vais chercher une ressource qui, elle, est en cache only, du coup, mais qui est ma ressource par défaut. Curieusement, c'est là où il y a un peu plus de code. J'étais assez surpris que dans Workbox, c'est le seul truc où presque je trouve c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais bon, vraiment, parce qu'il faut mixer deux trucs ensemble. Donc Network First et Precache Fallback Plugin. Donc au début, ils ne l'avaient pas et en fait, après, ils l'ont rajouté. Donc c'est un plugin qui est fait justement pour le fallback en cas d'erreur. Donc là, on va avoir, voilà, typiquement, c'est la requête qu'on est en train d'avoir. On s'en fout du mécanisme. Vous mettez l'URL, tout ce que vous voulez. Vous mettez en Network First. Et puis, en cas de problème, on va pouvoir rajouter un plugin qui dit, tiens, par défaut, si tu trouves rien, tu bascules là-dessus. Sachez hein, donc que dans Workbox, il y a, en termes de plugins, il y a plein de trucs comme justement des durées de vie, des règles un peu plus poussées, etc. Donc on peut faire pas mal de choses. Avec Angular, typiquement, on est obligé de faire une surcharge. C'est pas quand on regarde le JSON qu'on a, on peut pas le triquer tout seul. On est obligé de rajouter ce truc-là. Ça va, vous êtes encore en vie après cette. Du coup, ça va. Au niveau timing, je vais être bon. Je suis allé un peu vite, j'avais peur de dépasser, mais en fait, ça va le faire. Pour finir, c'était Jake Archibald, qui est un des ingénieurs de Google, qui a beaucoup bossé sur tout ce qui était Service Worker. C'est à lui hein, qu'on doit cette API. Et ben, il avait rajouté, donc en plus de toutes ces stratégies auxquelles il avait réfléchi, il avait proposé le Offline Cookbook. Tout un ensemble d'idées potentielles supplémentaires qu'on peut creuser si on a envie de s'amuser avec son Service Worker. Et il y en a certaines que je trouve rigolotes et qu'on pourrait éventuellement décider d'aborder, à approcher. Donc il en a rajouté pas mal. Le on-install as a dependency, not as a dependency, on-activate, on-user interaction, on-network response cache first, on-push message, cache and network race, et service worker side templating. Alors ça, celui-là il est balèze. Donc, as a dependency, en fait, en gros, donc j'ai mon service worker, il va installer, je vous montrerai pas le code associé parce que ça va faire beaucoup de code, mais on va rester sur les schémas. Et je vous expliquerai comment retrouver le code, parce qu'en fait, en vrai, il a été écrit. Donc, l'idée, ça, c'est l'équivalent en fait du prefetch en fait de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est juste qu'il a donné un nom à la mise en place de ce truc qui va servir donc à servir notre app cache, comme je l'ai appelé tout à l'heure. D'accord ? Donc, on voit bien, le service worker est demandé. Il s'installe la première fois, il va aller chercher tout un ensemble de ressources qu'il va mettre dans le cache. Une fois qu'elles sont là, très bien, on va pouvoir passer sur le activate et donc passer dans les fetch classiques, tout ce qui est requête, etc. C'est juste qu'il a décidé de l'appeler comme ça. Le not as a dependency a sa petite variation qu'on voit qu'il y a deux. Et là, typiquement, l'exemple qu'il prenait, ça va être un truc où, par exemple, il prenait un exemple de jeu vidéo. Je suis en train de créer un jeu vidéo en HTML, web, etc. Et en fait, j'ai besoin de précharger les niveaux suivants. Parce que j'ai envie qu'une fois que le jeu a commencé, que ça aille encore plus vite. Et bien, en fait, on va justement, sur l'install, continuer quand même l'activation. Par contre, en parallèle, on va aller chercher des ressources supplémentaires qui vont être déjà mises en cache pour l'utilisation après de mon application. Ce qui va donner un sentiment un peu de magie quand on va vouloir accéder directement au reste de l'application. Vous avez remarqué là-dedans, il n'y a jamais de notion de je nettoie ou pas vraiment, mais c'est là où je pense que Workbox est quand même plus intéressant, plus intelligent, parce que sinon ça va être à vous d'aller mettre en place la politique de nettoyage. Le onActivate, lui du coup c'est un truc qui va être qui vise à mettre à jour du coup l'application. Qu'est-ce qui se passe quand mon application est à jour? Donc, ok, il a été activé. Je vais invalider tout le précédent cache. Donc, c'est plutôt un truc globalement à garder qui est en plus additionnel aux différentes stratégies qu'on vient de voir déjà. D'accord ?
Ça, c'est si vous le faites à la main. Justement, quand on est sur du onActivate, c'est une bonne pratique de se dire qu'on va plutôt vider le cache qu'on avait déjà. Un cache dynamique ou des caches statiques en fonction de ce qu'on a besoin, etc. Le on-user interaction, le meilleur exemple qu'on trouve par rapport à ça, c'est le read it later. Je veux le lire plus tard. Vous arrivez sur un blog, je prends cet exemple-là, vous avez et puis vous voyez des titres qui ont l'air intéressants, mais vous n'avez pas envie de les lire tout de suite. Et vous avez une petite coche qui vous dit tiens, je vais te le mettre de côté pour le lire plus tard. Donc du coup, quand vous cliquez dessus, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le serveur, en fait, lui, va vraiment faire les appels et tout va être mis en cache. Comme ça, quand vous allez pouvoir consulter de façon offline votre site, votre blog, vous aurez déjà préchargé toutes les ressources. Sauf que c'est vous qui aurez choisi, c'est l'utilisateur et l'utilisatrice qui a choisi ce qu'il mettait en cache. C'est une utilisation que je trouve assez intelligente du truc. Par contre, je pense que ça demande pas mal d'UX en termes d'accompagnement pour faire comprendre ça aux utilisateurs. Le on-push message, c'est le truc classique de j'ai reçu un mail où il y a une notification, il y a un machin qui est arrivé. Donc vous le savez, une notification, c'est vraiment tout petit en termes de data. Donc du coup, en fait, il va aller lui chercher toutes les informations. Il va faire le travail pour être sûr que tout le taf a bien été fait parce que les notifications, ça passe par les service workers et ça marche même sur iOS maintenant. Bon, certes, vous êtes obligé de l'installer, etc. Bon, on pourra discuter de ça, mais bref. Et donc, une fois que tout est prêt, que les données ont été préchargées, qu'on est allé bien chercher sur le network, à ce moment-là, seulement, on affiche réellement la notification à l'utilisateur ou l'utilisatrice. Comme ça, du coup, quand il ou elle clique, paf, les données sont là. Ce qui est un peu plus sympa. Alors celui-là, je trouvais le use case qu'il mettait en avant, c'est le fait en fait que je trouvais ça assez surprenant de se dire que le cache pouvait être plus lent, mais en gros, il sous-entendait qu'il y avait certaines configurations de machines où il y a des sortes d'antivirus ultra costauds qui doivent faire des gros contrôles sur toute lecture, écriture, qui fait que potentiellement, une lecture quand bien même c'est dans le navigateur, etc., une lecture de cache peut être plus longue qu'une lecture de network. Donc, du coup, il dit, vous savez quoi, on va faire un concours. On va lancer une promesse RICE, donc on va demander à une résolution de promesse, on va voir laquelle va être la plus rapide, celle qui est le cache ou le network, et le premier qui gagne, il répond. Je pense que là, on est vraiment dans des cas ultra précis. Je les ai jamais rencontrés, ces cas-là. Je me suis jamais retrouvé dans cette configuration-là, donc j'avoue, je l'ai mis, parce que s'il en parle, c'est qu'il a sûrement dû discuter avec des gens qui avaient le problème, mais voilà. Et celui-là, je l'ai trouvé rigolo. Le Service Worker Site Templating. En gros, on va faire une sorte de SSR dans notre Service Worker, quoi. On va du coup aller chercher juste les datas nécessaires à l'affichage de nos pages et on va faire le templating directement depuis le service worker. Donc du coup, si ça marcherait bien si on a des templates déjà préfaits en fait. Du coup, en termes de flux de données, on fait plus transiter toute une partie HTML, on fait vraiment transiter que de la donnée brute. Et du coup, le templating, une fois généré côté front-end, se fait très vite. Donc voilà, je trouvais ça stylé comme exemple. Je me sens pas d'implémenter ça non plus. Mais je trouvais l'exemple en tout cas intéressant en termes de réflexion qu'on pouvait amener. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis la version là, de ce que j'ai joué ici, là, qui est une version un peu plus light. Les slides, en fait, ils sont tirés d'une Sphere School, donc c'est des formations gratuites qu'on donne chez Sphere. Et donc, si vous allez sur le repo associé, vous pourrez accéder du coup à l'intégralité des slides de toute la formation. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas mis à jour, mais j'ai juste checké ces slides-là. Mais donc, typiquement, vous pourrez trouver d'autres exemples, d'autres trucs un peu plus complets. Typiquement, on explore aussi d'autres choses dans cette formation. Donc bref, comme c'est open source, allez-y, exploitez ça, amusez-vous, quoi. Est-ce que vous avez des
questions? Parce que du coup, on a du temps, au final. J'ai été... Et en même temps, vous êtes peut-être fatigué, ou peut-être vous êtes timide après cette journée de conférence. Pas de questions, du coup, merci. Moi, je reste là si vous avez vraiment des trucs à poser. Et je vous remercie toutes et tous.